J'étais à genoux dans la boue, luttant pour sauver mes vignes d'un gel précoce, quand un bouchon de champagne à 300 € m'a heurté à l'épaule. J'ai levé les yeux et j'ai vu ma sœur, Bella, debout sur ma terrasse, vêtue d'une robe blanche, riant avec les parents milliardaires de son fiancé. Elle m'a montré du doigt et a dit, « Ne vous inquiétez pas pour la jardinière. C'est juste une employée que nous gardons par pitié. » Elle ne réalisait pas que la main-d'œuvre, qu'elle venait d'insulter, est propriétaire de l'intégralité du domaine. Elle ne savait pas non plus que j'étais censé être à Paris en ce moment, mais que j'étais rentré plus tôt. Elle pensait avoir réussi le crime parfait. J'étais sur le point de transformer la fête de fiançailles de ses rêves en une enquête criminelle. Pour comprendre pourquoi j'étais à genoux dans la boue, en plein milieu d'un vendredi après-midi, au lieu d'être assise dans un café à Paris, je dois vous parler de la plus grande obsession de ma vie, le domaine et vignoble Aldridge. Je suis Catherine Aldridge, j'ai 34 ans, et je suis la propriétaire et exploitante de l'un des vignobles de charme les plus respectés de la Napa Valley. Dans mon dos, le personnel m'appelle la reine des glaces. Je l'ai bien mérité. Je ne souris pas beaucoup. Je ne fais pas la conversation. J'arrive à l'aube et je pars après la tombée de la nuit. J'inspecte chaque vigne personnellement, je goûte chaque fût, j'approuve chaque étiquette. Certains pensent que je suis froide. Moi, je pense que je suis prudente. Il y a une différence. Il y a 2 semaines, j'avais programmé un voyage d'affaires à Paris. Des réunions avec des distributeurs français, des visites de vignobles bordelais, le genre de réseautage qui permet à une petite exploitation comme la mienne de rester compétitive. J'avais bloqué mon calendrier, briefé le personnel, fait mes valises. Tout était organisé. Puis, les prévisions météorologiques ont changé. Un front froid inhabituel descendait du Canada, apportant avec lui la menace d'un gel précoce qui pourrait anéantir toute ma récolte de merlot, d'une valeur d'1 million €. Les raisins étaient à ce stade délicat, assez mûrs pour être cueillis, mais pas encore cueillis. Une seule nuit de gel les transformerait en bouillie. Je n'ai pas hésité. J'ai annulé Paris à la dernière minute, j'ai réservé un nouveau vol pour rentrer, et j'ai conduit directement de l'aéroport au vignoble nord, portant les premiers vêtements de travail que j'ai pu attraper dans mon vestiaire, une lourde combinaison imperméable, des bottes en caoutchouc jusqu'aux genoux, et un bonnet de laine enfoncé sur mes oreilles. Le sol était déjà froid, la boue épaisse et collante. J'ai dirigé l'équipe pendant qu'ils déployaient les éoliennes et installaient les systèmes d'irrigation par aspersion pour la protection contre le gel. Mes genoux s'enfonçaient dans la terre humide alors que je vérifiais la température du sol à main nue, calculant combien d'heures il nous restait avant que le gel ne frappe. C'est à ce moment-là que j'ai entendu les moteurs. Au début, j'ai pensé que c'était un camion de livraison qui s'était perdu, mais quand j'ai levé les yeux des rangs de vignes, j'ai vu un convoi de limousines de luxe qui remontait la longue allée en direction de la villa principale. Des voitures noires, polies comme des miroirs, se déplaçant en une procession majestueuse, comme un enterrement pour quelqu'un de très riche et de très important. Je me suis levé, la boue dégoulinant de ma combinaison, la confusion se transformant rapidement en alarme. Le planning du domaine était censé être complètement vide pendant mon absence. Nous avions fermé la salle de dégustation pour un grand nettoyage. Le personnel événementiel était en congé pour la semaine. Il ne devait y avoir personne ici, à l'exception de l'équipe de maintenance réduite. J'ai commencé à marcher vers la villa, mes bottes faisant un bruit de succion à chaque pas. Depuis le vignoble nord, il y a environ 400 mètres jusqu'à la maison principale, une belle demeure en pierre que mon arrière-grand-père a construite en 1921, tout en fenêtres cintrées et murs recouverts de lierre. En me rapprochant, j'ai pu entendre de la musique. Des rires. Le tintement des verres. Une fête. Quelqu'un organisait une fête dans ma maison. Je me suis approché par le côté, en restant accroupi derrière les haies qui bordaient les jardins à la française. Quand j'ai atteint la terrasse en pierre qui surplombe la vallée, je les ai enfin vus. La terrasse était pleine de monde. Peut-être 40 invités, tous en tenue de cocktail, tenant des flûtes de champagne et discutant sous le soleil de fin d'après-midi. Des serveurs en gilet noir circulaient avec des plateaux en argent. Un quatuor à cordes jouait quelque chose de classique et de coûteux près de la fontaine. Et là, au centre de tout, portant une robe de créateur blanche qui coûtait probablement plus que ma masse salariale mensuelle, se trouvait ma sœur. Bella. Elle avait 27 ans, 7 ans de moins que moi, et nous n'aurions pas pu être plus différentes. Là où j'étais pratique et directe, elle était charmante et manipulatrice. Là où je travaillais 16 heures par jour pour maintenir la rentabilité du vignoble,
elle avait passé la dernière décennie à jongler entre des carrières d'actrice ratées et des petits amis riches. Nos parents l'avaient toujours favorisée, leur belle et pétillante petite fille qui ne pouvait jamais mal faire. Je n'avais pas parlé à Bella depuis 6 mois. La dernière fois que nous nous étions parlé, elle m'avait demandé un prêt pour couvrir son loyer. J'avais dit non. Elle m'avait traité d'égoïste. J'avais raccroché. Maintenant, elle se tenait sur ma terrasse, riant avec un homme grand et séduisant que je ne reconnaissais pas, et un couple plus âgé qui irradiait la richesse comme le plutonium irradie la chaleur. Je me suis levé, prête à marcher vers eux et à exiger une explication. C'est à ce moment-là que le bouchon de champagne m'a heurté. Il a frappé mon épaule gauche avec une force surprenante, un petit projectile lancé d'une bouteille coûteuse qu'un invité venait d'ouvrir. Le bouchon a rebondi sur ma combinaison boueuse et a atterri dans l'herbe. Tout le monde sur la terrasse s'est tourné pour me regarder. Je devais être un sacré spectacle, couverte de boue de la tête aux pieds, les cheveux plaqués sur mon crâne, des bottes en caoutchouc couvertes de terre de vigne. Je ressemblais à une créature sortie d'un marécage. Ne vous inquiétez pas pour la jardinière, dit Bella. C'est juste une employée que nous gardons par pitié. La femme, dont j'apprendrai plus tard le nom, Margaret Sterling, me regarda comme on regarderait un chien errant qui se serait aventuré sur sa pelouse. Avec dégoût. Avec mépris. Bella continua, sa voix dégoulinant d'une fausse sympathie, c'est la gérante engagée par la famille. Elle est un peu avide et difficile, alors il vaut mieux ne pas interagir avec elle. La rage explosa dans ma poitrine, chaude et immédiate. J'ouvris la bouche pour crier, pour annoncer à toute l'assemblée que je possédais chaque centimètre carré de cette propriété, que Bella était une intruse, que toute cette fête était une fraude. Mais quelque chose m'arrêta. C'était peut-être le regard sur le visage de Margaret Sterling, ce dédain aristocratique, la certitude que j'étais indigne de son attention. C'était peut-être la façon dont Bella me regardait, un léger sourire narquois au coin de la bouche, me défiant de faire une scène. Ou peut-être était-ce la prise de conscience que si je la confrontais maintenant, devant tous ces gens, elle trouverait un moyen de retourner la situation. Elle pleurerait. Elle prétendrait que tout était un malentendu. Elle me ferait passer pour la méchante. Alors j'ai fait quelque chose que Bella n'aurait jamais attendu. Je suis restée silencieuse. Je les ai laissés penser que j'étais l'employé. Je les ai laissés croire au mensonge. Je me suis détourné de la terrasse et j'ai contourné lentement la villa, me dirigeant vers l'entrée du personnel près de la cuisine. Derrière moi, j'ai entendu la fête reprendre, la musique et les rires s'amplifiant à nouveau, comme si de rien n'était. Mais tout avait changé. Bella avait profité de mon voyage pour s'approprier ma propriété. Elle avait fait entrer des étrangers dans ma maison, leur avait servi ma nourriture et mon vin, avait prétendu être quelqu'un qu'elle n'était pas. Et elle avait fait tout ça alors que j'étais censé être à des milliers de kilomètres, sans me douter de rien. Elle avait calculé cela. L'avait planifié. S'y était engagée. Et maintenant, j'allais lui faire payer. Je me suis glissé par l'entrée du personnel, laissant des traces de boue sur le carrelage du couloir de service. Je devais me rendre à mon bureau. Je devais comprendre exactement ce qui se passait ici, comment Bella avait réussi ce coup, et ensuite, je devais la détruire. J'ai descendu le couloir du personnel, un corridor étroit éclairé par des tubes fluorescents qui bourdonnaient au-dessus de ma tête. C'était la partie de la villa que les invités ne voyaient jamais, les entrailles fonctionnelles du domaine, tout en moquette industrielle et murs peints en blanc. J'avais parcouru ce couloir 1 millier de fois, mais jamais comme ça. Jamais en tant qu'intruse dans ma propre maison. Mes bottes laissaient des empreintes boueuses sur la moquette. De l'eau dégoulinait de ma combinaison sur le sol. Je m'en fichais. J'étais trop en colère pour me soucier d'autre chose que d'obtenir des réponses. Le bureau de la direction se trouvait au bout du couloir, après les placards de rangement et la salle de pause des employés. J'ai poussé la porte sans frapper. Sarah leva les yeux de son ordinateur, ses yeux s'écarquillèrent. Mademoiselle Aldridge? Sa voix n'était qu'un couinement. Je vous croyais à Paris. Sarah Miller avait 24 ans, sortait tout juste d'une école hôtelière, et ne travaillait au domaine Aldridge que depuis 2 semaines. Elle était enthousiaste et compétente, mais inexpérimentée. Le genre de personne qui suit les instructions sans poser trop de questions. Le genre de personne que Bella pouvait manipuler. Je me tenais dans l'embrasure de la porte, la boue dégoulinant sur le sol en marbre poli du bureau, et je fixais Sarah d'un regard qui aurait pu geler le vin dans la bouteille. Pourquoi y a-t-il une fête dans ma demeure, Sarah?
Elle devint blême. Je pensais que vous l'aviez approuvé. J'ai reçu un email. Montre-moi. Ses mains tremblaient alors qu'elle ouvrait sa boîte de réception et tournait l'écran vers moi. Il était là, envoyé 3 jours plus tôt, d'une adresse qui ressemblait presque exactement à la mienne, catherine.aldridge@aldridgestat.com. Presque, mais pas tout à fait. La vraie adresse était catherine.aldridge@aldridgewinery.com. Celle-ci manquait le W de Winery. Une minuscule différence, facilement manquée par quelqu'un qui n'était pas au courant. L'email disait « Sarah, j'approuve le prêt de la villa à la famille de Bella ce week-end, à titre gracieux. Veuillez vous coordonner avec le personnel de restauration et ouvrir les espaces événementiels selon les besoins. Ne me dérangez pas pendant que je suis à Paris. Je ne consulterai pas mes emails régulièrement. Catherine. » Je l'ai lu 2 fois, ma mâchoire se crispant à chaque mot. Ce n'était pas un simple malentendu familial. Ce n'était pas Bella qui s'était trompée ou qui avait dépassé les bornes. C'était une fraude préméditée. Créer une fausse identité email pour détourner une propriété, c'est de la fraude électronique, un crime fédéral, le genre de chose qui vous vaut une peine de prison si vous n'avez pas de chance. Bella avait calculé chaque étape. Elle savait que je serais hors du pays. Elle savait que Sarah était nouvelle et ne remettrait pas en question un email qui semblait officiel. Elle avait créé un faux compte, envoyé une autorisation frauduleuse, puis s'était pavanée dans ma maison comme si elle en était la propriétaire. Il n'y avait plus de place pour la défense de elle erreur innocente. Plus maintenant. Ce n'est pas ta faute, dis-je, et je fus surprise d'entendre ma voix sortir calme, froide. La voix de la reine des glaces qui faisait que les membres du personnel se redressaient et prêtaient attention. Tu as fait ce que tu pensais devoir faire. Sarah avait l'air sur le point de pleurer. Je suis tellement désolé, mademoiselle Aldridge. J'aurais dû appeler pour confirmer. Ce qui est fait est fait. Je me suis dirigé vers le bureau, laissant des traces de boue sur le tapis coûteux, et j'ai pris le presse-papier qui contenait les formulaires de demande de service. Montre-moi tout ce qu'ils ont commandé. Sarah me tendit les papiers avec des mains tremblantes. J'ai parcouru la liste, et ma tension artérielle a grimpé à chaque ligne, filet de bœuf de Kobe, 3200 € truffes blanches, 1800 € queue de homard, 2400 € un gâteau personnalisé de 7 étages de San Francisco, 1500 € champagne millésimé, des caisses entières, 8000 € arrangements floraux, 6000 € le quatuor à cordes, 4500 € service de voiturier, 2000 € et là, en bas de la 2e page, l'article qui a fait que mes mains se sont crispées en point. Demande spéciale, ouvrir la cave à vin millésimé. Sélection par les invités autorisés. La cave millésimée. La pièce fermée à clé au sous-sol où je gardais mes bouteilles les plus précieuses, des vins de l'époque de mon grand-père, des millésimes rares que je collectionnais et faisais vieillir depuis des années. Certaines de ces bouteilles valaient 5000 € pièce, et Bella avait donné la permission à des étrangers de les boire. J'ai fait le calcul de tête. La facture totale pour cette fête était de 85 400 €. 85 400 €. Pour un après-midi à prétendre être quelqu'un qu'elle n'était pas, Sarah, dis-je doucement. À partir de maintenant, tu n'écoutes que moi. Tu comprends? Elle hocha la tête frénétiquement. Oui, mademoiselle Aldridge. Reste dans ce bureau. Ne sors pas. Ne parle à personne. Si Bella vient te chercher, tu es aux toilettes. Compris? Oui, madame. Je me suis tourné pour partir, puis j'ai repéré quelque chose sur le bord du bureau de Sarah, le terminal de carte de crédit sans fil. Un TPE portable que nous utilisions pour les dégustations privées et les événements. Petit, noir, de la taille d'un livre de poche. Je l'ai attrapé et l'ai glissé dans la poche poitrine de ma combinaison. Je vais en avoir besoin, dis-je. Les yeux de Sarah s'écarquillèrent, mais elle ne posa pas de questions. Fille intelligente. J'ai quitté le bureau et je me suis dirigé plus loin dans le couloir du personnel, vers l'aile de la sécurité. Mes bottes faisaient un bruit de succion à chaque pas. La boue sur ma combinaison avait commencé à sécher par endroits, formant une croûte rigide et inconfortable contre ma peau. Je m'en fichais. Je voulais rester sale. Je voulais ressembler exactement à ça quand je confronterais Bella, boueuse, débraillée, un rappel ambulant de qui travaillait réellement pour entretenir ce domaine pendant qu'elle jouait à la princesse avec un luxe volé. Le bureau de la sécurité se trouvait au sous-sol, accessible uniquement par une serrure à carte. J'ai passé ma carte et j'ai poussé la lourde porte.
Frank Miller, notre chef de la sécurité, leva les yeux de ses moniteurs. Il avait la cinquantaine, bâti comme un seconde ligne à la retraite, les cheveux gris coupés très courts à la militaire. Il travaillait pour ma famille depuis 20 ans. Si quelqu'un allait me soutenir, c'était bien Frank. Catherine? Il se leva, son expression passant de la surprise à l'inquiétude. Qu'est-ce qui se passe, bon sang? J'ai vu les voitures, mais Sarah a dit. Sarah a reçu un faux email, l'interrompis-je. Bella organise une fête. Dans ma maison. Sans ma permission. La mâchoire de Frank se crispa. Tu veux que j'y mette un terme? Pas encore. Je me suis dirigé vers le mur de moniteur, où 12 écrans montraient différentes vues du domaine. J'ai trouvé celui qui affichait la salle à manger principale et la terrasse. D'abord, je veux voir exactement à quoi nous avons affaire. J'ai tiré une chaise, bout et tout, et je me suis assise pour regarder la fête de ma sœur se dérouler sur caméra. La salle technique était exiguë et fonctionnelle, tout en murs de béton et équipements bourdonnants. Ça sentait l'électronique et le vieux café. Les néons au-dessus de nos têtes clignotaient de temps en temps, projetant une lumière crue et peu flatteuse sur tout. C'était l'opposé du luxe qui se déroulait à l'étage. Ici, il n'y avait pas de champagne. Pas de quatuor à cordes. Pas d'illusion d'élégance. Juste moi, Frank, et la vérité affichée sur 12 moniteurs de sécurité. Je n'ai pas changé de vêtements. La boue sur ma combinaison avait maintenant complètement séché, formant une coque rigide et inconfortable qui tirait sur ma peau à chaque mouvement. Ça me démangeait terriblement. Des morceaux de terre séchée tombaient chaque fois que je bougeais sur ma chaise. Mais je n'ai pas bougé. Je voulais ressentir cet inconfort. Je voulais qu'il nourrisse ma rage. Pour me rappeler exactement pourquoi j'étais sur le point de réduire le monde de Bella en cendres. Frank, dis-je, les yeux fixés sur les moniteurs. Verrouille toutes les sorties. Personne n'entre, personne ne sort. Il a pris sa radio sans hésiter. Reçu. J'alerte le personnel à l'entrée. Sur l'écran principal, je regardais la fête se dérouler en temps réel. Bella tenait salon dans la grande salle de bal maintenant, entourée d'invités suspendus à ses lèvres. L'homme grand à côté d'elle, son fiancé, je suppose, avait le bras autour de sa taille. Il était beau, de cette manière générique et privilégiée. Mâchoire forte. Coupe de cheveux chers. Le genre de confiance désinvolte qui vient du fait de ne jamais avoir à s'inquiéter de l'argent. Preston Sterling, selon la liste d'invités que Sarah m'avait montrée, héritier d'une fortune pharmaceutique, valeur nette en milliards. Le genre de parti qui réaliserait les rêves de Bella, une vie de luxe sans avoir à travailler pour quoi que ce soit. Le couple plus âgé se tenait à proximité. Margaret Sterling, la femme aux cheveux argentés et aux perles qui m'avait regardé comme si j'étais de la saleté, littéralement, et un homme que je supposais être le père de Preston, tout aussi poli et aristocratique. Frank ajusta le son, et soudain je pus les entendre. Propriété absolument magnifique, disait Margaret, sa voix nette et cultivée. Depuis combien de temps est-elle dans votre famille, ma chère Bella? Le rire de Bella était musical, étudié. Oh, depuis des générations. Mon arrière-grand-père a construit la maison principale dans les années 20. Le vignoble nous appartient depuis toujours. Mensonge. Tout n'était que mensonge. Et la gestion, continua Margaret. Vous avez mentionné une administratrice engagée? Une certaine Catherine? Oui. Le ton de Bella changea, devenant méprisant. Elle est assez compétente, je suppose. Mais elle peut être difficile. Très territoriale sur les opérations quotidiennes. Mes parents la gardent par loyauté envers sa famille, ils travaillent ici depuis des décennies, mais honnêtement, elle est un peu cupide. Mes ongles s'enfoncèrent dans les accoudoirs de la chaise. Preston intervint pour la première fois, sa voix douce et agréable. Est-ce que ce sera un problème après le mariage? Je pensais que tu avais dit que nous pourrions utiliser cet endroit comme maison de vacances. Oh, ce ne sera pas un problème. Le sourire de Bella était radieux sur le moniteur. Je te l'ai dit. Nos grands-parents ont laissé ce domaine à mes parents. Catherine n'est qu'une employée. Après le mariage, nous pourrons faire les changements de personnel que nous voudrons. Nous pourrions même convertir une partie du vignoble en terrain de golf si nous le voulions. Un terrain de golf? Margaret frappa dans ses mains. Quelle merveilleuse idée!
Je sentis Frank se tendre à côté de moi. Patronne, dit-il doucement. Elle vient de commettre une fraude devant la caméra. On la tient. Tu veux que j'appelle le shérif? J'ai regardé Bella à l'écran, je l'ai vue rejeter la tête en arrière et rire de quelque chose que Preston avait dit. Elle avait l'air si heureuse, si confiante. Elle croyait sincèrement s'en être tirée. Pas encore, dis-je. Frank fronça les sourcils. Pourquoi pas? Parce qu'en ce moment, elle peut prétendre que tout était un malentendu. Une mauvaise communication entre membres de la famille. Je montrai le moniteur, où un serveur s'approchait de Bella avec une question. Mais si elle ouvre ses bouteilles de vin, si elle boit ma propriété sans permission, alors ce n'est plus une intention. C'est un crime accompli. Tu veux la laisser finir la fête? Je veux une preuve irréfutable. J'ai mis la main dans ma poche et j'ai senti le poids du TPE. Je veux qu'elle accumule chaque centime de cette facture. Je veux qu'elle se tienne devant ces milliards de la famille Sterling et qu'elle joue la comédie jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus faire marche arrière. La compréhension se dessina sur le visage de Frank. Et ensuite, tu entres. Et ensuite, j'entre. Il hocha lentement la tête. D'accord, je garde l'équipe en attente. Mais Catherine, il hésita. Quoi? C'est ta sœur. Elle m'a traité d'employé, dis-je sèchement. Elle a dit à des étrangers que j'étais cupide et difficile. Elle a essayé de voler ma vie. Je me suis retourné vers les moniteurs. Elle a cessé d'être ma sœur au moment où elle a envoyé ce faux email. Frank n'a pas discuté. Il a juste hoché la tête et a pris son téléphone. Je vais préparer la ligne directe du shérif. Quand tu donneras le signal, je pourrai signaler un vol qualifié. Vol qualifié. En Californie, cela signifiait le vol de biens d'une valeur supérieure à 10 000 euros. C'était un crime. Des années de prison, si on était reconnu coupable. La cave à vin seule ferait passer le total au-delà de ce seuil. Sur le moniteur, j'ai vu un serveur s'approcher avec une bouteille, vert foncé, vieille étiquette. Même sur les images granuleuses de la sécurité, je l'ai reconnu, un Cabernet millésime 1998, une des bouteilles de mon grand-père, d'une valeur de 5 000 euros. Bella hocha la tête avec enthousiasme. Le serveur l'a ouverte, a versé 5 verres, et les a distribués à Bella, Preston et ses parents. Ils ont levé leurs verres, ont porté un toast, ont bu. J'ai senti quelque chose de froid et de dur s'installer dans ma poitrine. Pas tout à fait de la satisfaction, pas tout à fait de la vengeance, juste de la certitude. Maintenant, nous attendons, dis-je. Nous sommes restés dans cette salle technique exiguë pendant plus de 3 heures, une veillée de colère et de patience. Je n'ai pas bougé de ma chaise, je ne me suis pas douché, je n'ai pas mangé, je ne suis même pas allé aux toilettes. Je suis restée assise là, couverte de boue séchée, à regarder la fête se dérouler sur 12 écrans différents. Frank m'a apporté de l'eau à un moment donné, et je l'ai bu sans la goûter. Toute mon attention était concentrée sur les moniteurs, sur le catalogage de chaque crime, de chaque transgression, de chaque moment d'illusion de Bella. Alors que la lumière de l'après-midi commençait à baisser, vers 4h30, ils ont ouvert une deuxième bouteille de la cave millésimée. Encore 5 000 euros de partie. 45 minutes plus tard, les traiteurs ont sorti le bœuf de Kobe, parfaitement saisi, servi sur de la porcelaine héritée de ma grand-mère. Margaret Sterling l'a déclaré et divin. À 6h, Bella était prête à prononcer son discours. Elle se tenait sur la terrasse avec Preston, son bras autour de ses épaules, et remercia tout le monde d'être venu célébrer leur fiançailles. Elle parla de son excitation à l'idée de commencer ce nouveau chapitre de sa vie, de sa gratitude d'avoir trouvé un partenaire qui la comprenait. Elle ne m'a pas mentionné une seule fois. C'est dur à regarder, marmonna Frank. Je n'ai rien dit. La boue séchée craquait sur mes bras maintenant, tombant en minuscules flocons sur le sol. Ma peau en dessous était à vif et irritée. J'ai accueilli cet inconfort. Je me suis permis de le ressentir. Je l'ai laissé aiguiser le fil de ma colère pour en faire quelque chose de net et de chirurgical. Vers 7h moins le quart, Margaret Sterling a pris Bella à part pour une conversation privée dans le bureau. J'ai basculé le son sur le flux de cette pièce. Très impressionné par la propriété, disait Margaret. Preston a toujours voulu une retraite dans la région viticole. Si vous êtes sérieuse à l'idée de la rendre disponible après le mariage, j'aimerais discuter des conditions. Des conditions? La voix de Bella était prudente.
Un arrangement financier. Nous achèterions une participation dans la propriété, bien sûr. Nous deviendrions partenaires de votre famille. Je pense à quelque chose de l'ordre de 3 millions d'euros. 3 millions d'euros. Pour une part d'une propriété que Bella ne possédait pas. J'ai senti Frank me regarder, mais j'ai gardé les yeux sur l'écran. C'est très généreux, dit lentement Bella. Pensez-y, Margaret lui tapota la main. Parlez-en à vos parents. Nous pouvons demander à nos avocats de rédiger quelque chose la semaine prochaine. Bella sourit. J'en discuterai certainement avec eux. Bien. Margaret se leva. Maintenant, si nous rejoignons la fête? Je crois qu'ils sont sur le point de couper le gâteau. Elles ont quitté le bureau. J'ai rebasculé sur le flux de la salle de bal principale. Elle va leur vendre votre propriété, dit Frank. C'est son jeu utiliser les fiançailles pour gagner leur confiance, puis négocier une fausse transaction immobilière. Je sais. Nous devrions arrêter ça maintenant, avant que ça n'aille plus loin. Pas encore. Il a frappé la main sur le bureau. Catherine, il ne s'agit plus seulement de la fête. Elle est en train de monter une arnaque qui pourrait lui valoir la prison fédérale. Bien. C'est ta sœur. Je l'ai enfin regardée. Elle a cessé d'être ma sœur quand elle a décidé que j'étais jetable. Quand elle a regardé tout ce que j'ai construit et a pensé qu'elle pouvait simplement le prendre. Je me suis levé, la boue séchée tombant en pluie de ma combinaison. Je lui ai donné des chances, Frank. Je lui ai prêté de l'argent. Je lui ai offert un travail ici, un vrai travail, avec un vrai salaire. Elle l'a refusé parce que ce n'était pas assez glamour. Elle voulait les récompenses sans l'effort. Et maintenant, elle essaie de les voler. Alors tu vas la laisser commettre une fraude devant la caméra. Je vais la laisser commettre tous les crimes dont elle est capable. Et ensuite, je m'assurerai qu'elle affronte toutes les conséquences qu'elle mérite. Frank est resté silencieux un long moment. Puis il a hoché la tête. D'accord. C'est toi qui décides, patronne. Sur le moniteur, la fête a atteint son apogée. Les invités se sont regroupés alors qu'on sortait le gâteau massif, cet étage de fondant blanc et de feuilles d'or, surmonté de fleurs en sucre qui coûtaient probablement plus cher que les alliances de la plupart des gens. Bella et Preston se tenaient ensemble, tenant le couteau, souriant pour un photographe que je n'avais même pas remarqué jusqu'à présent. Ils ont coupé la première tranche ensemble, se sont donné des bouchées, se sont embrassés sous les applaudissements de tous. L'horloge au mur a sonné 7 heures. 4 heures depuis que le bouchon de champagne m'avait frappé à l'épaule. 4 heures à regarder ma sœur jouer la comédie dans ma maison, avec mes affaires. J'ai mis la main dans ma poche et j'ai senti le TPE. Son poids était rassurant. Solide. Réel. Il est temps, dis-je. Frank se leva. Tu veux l'équipe de sécurité? Rassemble-les, dis-je. Mais laisse-moi entrer la première. Je veux qu'il me voie seul. Compris. J'ai marché jusqu'à la porte, puis j'ai fait une pause. Frank? Garde la ligne directe du shérif prête. Si elle ne coopère pas, je porte plainte immédiatement. Ça marche. J'ai quitté la salle technique et j'ai retraversé le couloir du personnel, retraçant mes pas boueux de tout à l'heure. Mais cette fois, je ne me cachais pas. Je ne me faufilais pas sur ma propre propriété comme une criminelle. Cette fois, je marchais vers la salle de bal principale avec détermination. Le TPE pesait lourd dans ma poche. Dans ma tête, j'ai repassé les chiffres une dernière fois. 85 400 €. Vol qualifié. Fraude électronique. Violation de propriété. Usurpation d'identité. Bella s'était construit un piège avec des coupes de champagne et des mensonges, et maintenant elle se tenait au milieu, souriant pour les caméras, rêvant de millions. J'étais sur le point de le déclencher. J'ai atteint la porte de service qui menait à la salle de bal principale, j'ai mis la main sur la poignée, j'ai pris une grande inspiration, puis je l'ai poussée et je suis entré dans la lumière. Les portes principales de la salle à manger ne se sont pas simplement ouvertes, elles ont été projetées. Je n'ai pas attendu d'annonce. Je suis entré directement. Mes bottes en caoutchouc ont atterri avec un bruit sourd et humide sur le sol en marbre poli, laissant des empreintes boueuses à chaque pas. Ma combinaison était couverte de terre séchée qui s'écaillait à mesure que je bougeais, créant une traînée de saleté sur le tapis de course blanc immaculé de Margaret Sterling. Mes cheveux,
que j'avais délibérément laissé sauvage et emmêlé, pendait en touffes mat autour de mon visage. Je pouvais sentir la boue séchée craquer sur mes joues quand je serrais la mâchoire. Le contraste était parfait. Autour de moi, une mer de soie et de satin, des flûtes de champagne et des colliers de perles, des chignons à 1000 € et des talons de créateur. L'air sentait le parfum cher et les hors-d'œuvre de traiteur. Des lustres en cristal projetaient une lueur chaude et dorée sur tout. Et là, je me tenais, le monstre du marécage au bal. Tous les yeux de la pièce se sont fixés sur moi. Les conversations se sont tues en pleine phrase. La fourchette de quelqu'un a heurté son assiette. Dans un coin, une invitée a halté de manière audible, la main devant la bouche. Je n'ai regardé aucun d'entre eux. Mes yeux ont trouvé la table de Margaret Sterling dans le coin arrière, la position de pouvoir, naturellement, et j'ai marché droit vers elle. Chaque pas résonnait dans le silence soudain. Bruit sourd. Craquement. Bruit sourd. Craquement. Bella m'a vu la première. Elle s'est levée si vite que sa chaise a raclé le sol. Toi. Tu es censé être à... J'ai tendu la main par-dessus l'épaule de Preston, par-dessus son assiette de saumon aux herbes intactes, et j'ai enroulé mes doigts boueux autour du goulot de la bouteille de vin, posée au centre de leur table. Le Cabernet Sauvignon, millésime 1998. Je l'ai tenu à la lumière, examinant l'étiquette avec un soin exagéré. La bouteille était déjà ouverte, respirant dans une carafe en cristal qui coûtait probablement plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens. Environ un tiers avait été versé dans les verres autour de la table. Franck, dis-je, ma voix portant à travers la pièce silencieuse. Derrière moi, les portes se sont de nouveau ouvertes. Franck est entré, flanqué de 2 agents de sécurité en uniforme. Ils n'ont pas sorti d'armes, mais ils se tenaient avec une précision militaire qui a aspiré l'oxygène de la pièce. Je ne me souviens pas avoir signé un bon de sortie pour ce millésime 1998, dis-je, sans quitter la bouteille des yeux. Franck a sorti une tablette de sa veste, a fait mine de la faire défiler. Son visage est resté professionnellement neutre. Il n'existe aucun bon de sortie, mademoiselle Aldridge. J'ai vérifié les registres d'inventaire 2 fois. J'ai tourné la bouteille lentement, laissant tout le monde bien la voir. Parce que ce millésime particulier? Sa valeur marchande est de 5000 €. Par bouteille. J'ai entendu les murmures commencer alors, une vague de choc se propageant dans la foule. 5000? Elle plaisante. A-t-elle dit par bouteille? J'ai posé la bouteille avec un bruit sec et délibéré et j'ai tourné toute mon attention vers Bella. Ma petite sœur était devenue absolument blanche. Même ses lèvres avaient perdu leur couleur, rendant son rouge à lèvres soigneusement appliqué criard sur sa peau. La réception de biens volés d'une valeur supérieure à 10 000 €, dis-je d'un ton conversationnel, est un vol qualifié dans l'État de Californie. Et considérant que vous avez déjà consommé environ 1700 € de cette bouteille particulière, et que je peux voir au moins 2 autres bouteilles vides sur cette table d'appoint. J'ai fait un geste de ma main boueuse vers les bouteilles jetées. Nous sommes bien au-delà de ce seuil. Preston a commencé à se lever. Attendez, juste une. Asseyez-vous, dit doucement Margaret. Il s'est assis. J'ai sorti le TPE sans fil de la poche de ma combinaison. Un morceau de boue séchée en est tombé et a atterri sur la nappe blanche. Voici comment ça fonctionne, Bella. Tu vas payer les 85 400 € que tu as facturés au compte de ce domaine. Tout de suite. Ou tu vas partir d'ici dans une voiture de patrouille du shérif du comté de Napa. C'est toi qui choisis. Je n'ai pas. C'est insensé. La voix de Bella est devenue plus aiguë. C'est ma fête de fiançailles. Tu ne peux pas simplement. Fraude électronique. J'ai levé un doigt. Ce faux email que tu as envoyé en te faisant passer pour moi? C'est de la fraude électronique. Un crime fédéral. Un autre doigt. Violation de propriété. Tu n'es pas autorisé à être sur cette propriété. Un 3e doigt. Vol qualifié. On vient d'en parler. J'ai souri. Et je savais que ce n'était pas joli. Tu veux que j'appelle le shérif? Il est en attente. À 5 minutes d'ici. Je peux te faire menotter avant le dessert. Tu bluffes. Mais la main de Bella tremblait alors qu'elle cherchait son sac à main. Et c'est moi. La pièce était devenue si silencieuse que je pouvais entendre la glace fondre dans le verre d'eau de quelqu'un à 3 tables de là.
Bella a sorti sa carte avec des doigts tremblants. C'était une carte premium, j'ai remarqué, du genre sans limite de dépenses prédéfinies. Le genre qu'elle avait probablement réussi à obtenir d'un directeur de banque en le baratinant, grâce à son mariage imminent avec la richesse. J'ai tendu le TPE. Elle a passé sa carte. Nous avons tous attendu. La machine a bipé une fois. 2 fois. Puis elle a affiché en lettres rouges vives, transaction refusée. Oh, c'était délicieux. C'est. Ce n'est pas possible, murmura Bella. Elle a repris la carte, l'a regardée comme si elle l'avait personnellement trahi. Réessai. Je n'ai pas bougé. La machine fonctionne très bien. Tu veux essayer une autre carte? Je n'ai pas d'autre carte. C'est. Maman. Elle s'est tournée désespérément vers notre mère, qui était assise 2 tables plus loin, l'air de vouloir s'enfoncer dans le sol. Maman. Ta carte. J'ai besoin. Il s'avère que 85 000 € est légèrement au-dessus de votre limite de crédit. C'est drôle comme ça marche. La respiration de Bella était devenue superficielle et rapide. Territoire de la crise de panique. Mais je n'avais pas tout à fait fini. Alors voici ce qui se passe, Bella. Tu as exactement 2 options. Option 1, tu paies ce que tu dois, tout de suite, en espèces ou avec une carte valide. Option 2, je porte plainte, tu te fais arrêter pour plusieurs crimes, et toute cette fête devient une scène de crime. Le champagne cesse de couler, le traiteur est renvoyé, et tous ces gens charmants. J'ai fait un geste circulaire dans la pièce. Te regarde faire la marche de la honte dans ta robe de fiançailles. Personnellement, je pense que l'option 1 est meilleure pour tout le monde. Mais je suis flexible. Elle ne peut pas payer. Preston a finalement retrouvé sa voix. Vous ne voyez pas qu'elle ne l'a pas? Juste. Nous trouverons une solution. Nous organiserons un plan de paiement ou. Un plan de paiement. J'ai laissé les mots flotter dans l'air. Pour des biens volés. Ce n'est pas comme ça que ça marche, Preston. Une chaise a raclé le sol. Margaret Sterling s'est levée. La pièce entière semblait retenir son souffle. Margaret était le genre de femme qui commandait l'attention sans effort, 70 ans de richesse héritée et de pouvoir social, rayonnant d'elle comme la chaleur de l'asphalte. Ses cheveux argentés étaient coiffés en un chignon élégant. Sa robe bleu marine coûtait probablement plus cher que mon camion. Des boucles d'oreilles en diamant attrapaient la lumière quand elle bougeait. Elle m'a regardé. M'a vraiment regardé. J'étais couverte de boue. Mes cheveux étaient en désordre. Je portais des bottes en caoutchouc à la fête de fiançailles de son petit-fils. Selon toutes les mesures sociales, j'aurais dû être indigne de son attention, quelque chose à faire enlever par le personnel, une source d'embarras à gérer discrètement. Mais Margaret Sterling n'avait pas l'air embarrassée. Elle avait l'air d'évaluer. Ses yeux ont parcouru mes bottes boueuses, ma combinaison tachée, mes cheveux emmêlés, puis sont revenus sur mon visage. Et à ce moment-là, j'ai vu quelque chose changer dans son expression. C'était subtil, un léger plissement de ses yeux, une minuscule contraction au coin de sa bouche. De la reconnaissance. Pas de moi, exactement. La reconnaissance de ce que j'étais. Un prédateur regardant un autre prédateur. Une femme qui comprenait le pouvoir, regardant une autre femme qui venait de le démontrer. Elle méprisait Bella. Je pouvais le voir clairement maintenant. Mépriser la croqueuse de diamants, la manipulatrice, la cupidité transparente. Mais moi? La femme qui avait fait irruption à la fête de fiançailles de son petit-fils en ressemblant à une créature des marais, qui avait acculé sa future belle-fille avec une précision froide, qui avait choisi l'humiliation publique comme arme. Moi, elle me respectait. Margaret a sorti une carte de sa pochette. Pas n'importe quelle carte. Une carte Centurion Noir, le monstre d'American Express sur invitation seulement, celle sans aucune limite de dépense. Elle l'a posée sur la table avec un léger clic. Passez-la, dit-elle. 85 400 €. Oh mon Dieu. Le visage de Bella s'illumina d'un soulagement désespéré. Oh merci. Je savais que tu comprendrais. T'es. Toi. Les 2 mots furent prononcés avec une telle précision froide que la bouche de Bella se referma en pleine syllabe. Margaret ne la regarda pas. Elle garda les yeux sur moi. Je ne paie pas pour elle. Je paie pour acheter le silence.
Il y a une différence. Est-ce que nous nous comprenons, mademoiselle Aldridge? J'ai pris la carte, je l'ai passée dans la machine. L'approbation est arrivée en moins de 2 secondes. Transaction approuvée, 85 400 €. J'ai tendu le reçu. Margaret l'a pris, l'a plié précisément en deux, et l'a glissé dans sa pochette. Puis j'ai fait quelque chose qui m'a surprise moi-même. J'ai regardé Frank et j'ai fait un unique et léger signe de tête négatif. Sa main s'est éloignée de sa radio. Les policiers, assis dans leur voiture de patrouille à 5 minutes de là, prêts à intervenir, resteraient sur place. C'était réglé. C'était un compromis civil. L'argent avait changé de main. La dette était payée. Je n'avais pas besoin que ma sœur soit menottée et ait une photo d'identité judiciaire. J'avais juste besoin qu'elle soit brisée. Et à en juger par la façon dont elle tremblait, par les larmes qui commençaient à couler à travers son maquillage, par la dévastation absolue sur son visage alors qu'elle réalisait ce qui venait de se passer, que sa future belle-mère l'avait achetée comme une marchandise, que tout le monde dans cette pièce venait de la voir toucher le fond, j'avais réussi. Margaret s'est tournée vers Bella pour la première fois. Mon avocate arrivera demain matin à 9 h. Vous signerez tous les documents qu'elle vous présentera. Vous ne discuterez pas. Vous ne négocierez pas. Vous n'appellerez pas votre mère, votre sœur ou qui que ce soit d'autre pour obtenir des conseils. Comprenez-vous? Bella hocha la tête, muette. Je vous ai posé une question. Oui. La voix de Bella se brisa. Oui, je comprends. Bien. Margaret redressa sa posture déjà parfaite. Le mariage aura lieu comme prévu. Le nom Sterling ne sera pas associé au vol ou au scandale. Vous sourirez. Vous serez gracieuse. Vous serez la belle-fille parfaite. Son sourire était acéré comme une lame de rasoir. Et vous vous souviendrez, chaque jour, exactement combien vous m'avez coûté. Chaque message texte, chaque achat, chaque décision que vous prendrez, je le saurai. Considérez-vous comme géré. Elle se tourna de nouveau vers moi et me tendit la main. J'ai regardé ma paume boueuse, puis je l'ai regardée. Je ne serre pas la main quand je suis aussi sale, dis-je. Femme intelligente. Margaret a presque souri. Presque. Mon fils est un idiot, mais mon avocate est exceptionnelle. Votre vin sera compensé à sa pleine valeur marchande pour l'empreinte d'aujourd'hui. Vous aurez un chèque d'ici lundi. Ce n'est pas nécessaire. Il ne s'agit pas de nécessité, il s'agit de faire les choses correctement. Elle a balayé la pièce du regard, observant tous les visages figés et stupéfaits. Je suggère que tout le monde retourne à son dîner. Le spectacle de ce soir est terminé. Comme si quelqu'un avait actionné un interrupteur, la pièce a repris vie. Les conversations ont repris, plus fort qu'avant, bourdonnant de ragots. Le quatuor à cordes a recommencé à jouer. Les fourchettes ont heurté les assiettes. J'ai regardé Bella une dernière fois. Elle s'était affalée sur sa chaise, les mains couvrant son visage, ses épaules secouées de sanglots silencieux. Preston était assis à côté d'elle, inutile comme toujours, lui tapotant le dos avec toute l'efficacité d'une serviette en papier mouillé. J'ai cherché mes parents du regard dans la pièce. Ils se tenaient près de la table du buffet, figés. Le visage de ma mère était rouge de fureur. Mon père avait l'air blême. Ils m'ont vu les regarder et ont commencé à se diriger vers moi, la bouche de ma mère s'ouvrant déjà pour se lancer dans une leçon sur la famille et le pardon et comment avais-je pu faire ça. Frank, dis-je doucement. Escortez monsieur et madame Aldridge hors de la propriété. Ils ne sont plus les bienvenus au domaine. Tu ne peux pas, commença ma mère alors qu'elle arrivait à portée de voix. Je peux. Je l'ai fait. Au revoir. Frank s'est interposé entre nous comme un mur. 2 membres de son équipe se sont matérialisés à ses côtés. Mes parents ont eu le bon sens de ne pas discuter, pas ici, pas maintenant, pas devant Margaret Sterling et la moitié de l'élite sociale de la Napa Valley. Je me suis retourné et j'ai marché vers les portes, mes bottes boueuses faisant ce bruit sourd et satisfaisant à chaque pas. Derrière moi, j'ai entendu la voix de Margaret, claire et portante. Que quelqu'un serve à cette jeune fille un vrai verre de vin. Pas le millésime volé, quelque chose d'approprié. J'ai souri en poussant les portes pour sortir dans l'air frais de la nuit. La boue sur mes vêtements n'était pas de la saleté. C'était une médaille d'honneur, et je venais de gagner la guerre. 6 mois plus tard, je suis debout au milieu du vignoble nord,
et le monde est lourd de fruits. Les raisins de merlot pendent en grappes épaisses sur les vignes, leur peau violet foncé presque noire sous le soleil de fin d'après-midi. Je tends la main et je prends une grappe dans ma paume, sentant son poids, sa fermeté. Parfait. Encore une semaine et nous commencerons les vendanges. Grâce à ma décision de rentrer plus tôt ce vendredi-là, de prioriser les vignes plutôt qu'un faux voyage à Paris, nous avons sauvé toute la récolte. Le système d'irrigation qui nécessitait un ajustement d'urgence, la situation des parasites qui exigeait une intervention immédiate, le schéma météorologique qui aurait été catastrophique s'il n'avait pas été géré pendant 3 jours de pluie, tout a été réglé. Tout a été sauvé. Les dommages financiers de cette décision. Environ 800 € de caution perdue pour l'hôtel à Paris et quelques centaines de plus pour le billet d'avion en première classe annulé. Le gain financier? Cette récolte seule générera près de 500 000 € de revenus une fois mise en bouteille et distribuée. Je suis plutôt doué en maths. C'est un taux de change favorable. Une brise traverse le vignoble, faisant bruisser les feuilles, transportant l'odeur douce et piquante des raisins qui mûrissent. Mes bottes, propres cette fois, des bottes de travail pratiques au lieu des monstruosités en caoutchouc de cette nuit-là, crissent sur le chemin de gravier entre les rangs. Le soleil est chaud sur mes épaules. Le ciel est de cette nuance particulière de bleu californien qui vous fait comprendre pourquoi les gens paient des millions pour une propriété ici. Mon téléphone vibre. Je le sors et je vois un texto de Franck, les photos du mariage Sterling ont été publiées sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Je pensais que tu voudrais le savoir. Je n'ai pas besoin de les regarder. Je sais déjà exactement ce qu'elles montrent. Le mariage a eu lieu comme prévu, bien sûr, après le désastre de la fête de fiançailles, avec toute la pompe et la cérémonie que Margaret Sterling pouvait organiser. Bella a eu son lieu de conte de fées, sa robe de créateur, son gâteau à 5 étages, son quatuor à cordes, ses pétales de rose et tout ce dont elle avait toujours rêvé. Elle a aussi eu sa peine de prison. Car Bella est maintenant Madame Preston Sterling, vivant dans la propriété familiale des Sterling, et elle pourrait tout aussi bien porter un bracelet électronique. L'avocate de Margaret, qui est en effet exceptionnelle, avait rédigé un contrat de mariage post-nuptial blindé qui faisait essentiellement de Bella une employée très bien habillée. Chaque achat de plus de 500 € nécessite une approbation préalable. Chaque message texte, chaque appel téléphonique, chaque déjeuner avec des amis est surveillé et géré. Elle a une allocation vestimentaire, un compte de dépenses personnelles avec des limites strictes, et une autonomie financière absolument nulle. Elle a eu exactement ce qu'elle voulait, la richesse, le statut, le nom Sterling. Elle a juste dû échanger sa liberté contre cela. Ma mère me traite de cruel de permettre cela. Elle m'a envoyé 17 messages textes le mois dernier seulement, chacun étant une variation sur le même thème. Comment peux-tu laisser Margaret traiter ta sœur comme ça? Comment peux-tu rester là et regarder Bella souffrir? N'as-tu aucune compassion? Aucune loyauté familiale? Je les supprime tous sans répondre. Parce que voici ce que ma mère ne comprend pas, ce qu'elle n'a jamais compris, je n'ai rien fait à Bella. Bella a fait ses choix. Elle a choisi de voler. Elle a choisi de mentir. Elle a choisi de commettre une fraude électronique, une violation de propriété et un vol qualifié. Elle a choisi d'essayer de manipuler et d'arnaquer pour accéder à la richesse. Tout ce que j'ai fait, c'est refuser d'être sa victime. Tout ce que j'ai fait, c'est faire appliquer les conséquences. Et quand Margaret Sterling a proposé de gérer ces conséquences à sa manière, d'acheter la conformité et le comportement futur de Bella avec la seule chose que Bella valorisait par-dessus tout, l'argent et le statut, je ne me suis pas mise en travers de son chemin. Margaret et moi avons un accord maintenant. Nous ne sommes pas amis. Nous ne déjeunons pas ensemble et nous n'échangeons pas de cartes de Noël. Mais nous nous respectons. Nous nous reconnaissons. Deux femmes qui comprennent que le pouvoir n'est pas donné, il est pris, et que parfois la plus cruelle des bontés est de laisser les gens faire face aux conséquences naturelles de leurs actions. Elle m'envoie une caisse de vin chaque mois, du haut de gamme, correctement sortie de l'inventaire, avec tous les papiers en règle. Je lui envoie des mises à jour trimestrielles sur les performances du vignoble et je la conseille occasionnellement sur ses propres investissements viticoles. C'est un bon arrangement. Mes parents, en revanche, sont bannis en permanence du domaine Aldridge. Ils ne l'ont pas contesté. Après la fête de fiançailles, après avoir été escortés hors de la propriété par la sécurité, ils ont semblé enfin comprendre que leur jour de complaisance était terminé. Plus de prêts d'urgence pour Bella. Plus de culpabilisation pour que je la tire d'affaire. Plus de dîner de famille où l'on s'attend à ce que je pardonne,
oublie et fasse comme si de rien n'était. Ils ont fait leur choix. Ils ont choisi Bella. Ils ont choisi de soutenir son vol et ses mensonges jusqu'au moment où cela est devenu publiquement indéniable. Alors j'ai choisi moi. Et le vignoble. Et un avenir sans parasites. Sarah, accessoirement, a démissionné 2 semaines après l'incident. Elle m'a envoyé un email de démission qui contenait 3 paragraphes d'excuses et un paragraphe de préavis. Apparemment, la culpabilité d'avoir été manipulée pour commettre une fraude d'entreprise, même sans le savoir, était trop lourde pour elle. Elle travaille maintenant dans un vignoble touristique, faisant des dégustations et vendant des tire-bouchons souvenirs. Ça lui convient mieux. Je marche jusqu'au bout du rang de vignes et je regarde en arrière vers la villa principale. Le soleil commence à baisser, peignant tout dans des tons d'or et d'ambre. Le bâtiment semble presque éthéré dans cette lumière. Tout en pierre élégante et en arches courbes, des générations d'histoires familiales enveloppées de lierre et d'une grâce patinée par le temps. C'est à moi. Entièrement. Complètement. Sans conteste. Plus de prêts d'urgence siphonnés pour soutenir les illusions de quelqu'un d'autre. Plus d'inventaire qui disparaît mystérieusement pour des événements familiaux. Plus besoin de choisir entre être une bonne sœur et être une bonne chef d'entreprise. J'ai choisi les affaires. Il s'est avéré que c'était le bon choix. Mon téléphone vibre à nouveau. Cette fois, c'est un message de mon directeur de vignoble, l'équipe des vendanges est confirmée pour la semaine prochaine. Ça s'annonce bien, patronne. Je souris et je tape une confirmation rapide. Puis je retourne à la villa, m'arrêtant à la salle de dégustation en chemin. Je choisis une bouteille de la collection de réserve, pas le millésime 1998, quelque chose de plus récent mais tout aussi bon, et je me sers un verre. Le vin a la couleur des rubis dans la lumière déclinante, complexe et riche, avec des notes de mûr et de chêne. Je le prends dehors, sur la terrasse, d'où je peux regarder le soleil finir de se coucher sur mes vignes. La boue sur mon corps, cette nuit-là, n'était pas de l'humiliation. Ce n'était pas la marque de quelqu'un qui avait été dégradé ou rabaissé. C'était une armure. C'était une déclaration. C'était la preuve que j'avais priorisé ce qui comptait, les vignes, la récolte, le vrai travail, plutôt que les apparences et la performance sociale. Et quand je suis entré dans cette salle à manger en ressemblant à un monstre des marais, ce n'était pas moi qui aurais dû avoir honte. C'était eux. Bella, Preston et tous ces gens dans leurs vêtements de créateurs, buvant du vin volé, célébrant une fraude. Ils étaient la source d'embarras. C'était eux qui trafiquaient dans les mensonges, le vol et le statut vide de sens. J'étais juste la femme qui avait travaillé, qui avait fait quelque chose de réel, de précieux et de productif pendant qu'ils jouaient à la dinette et prétendaient que leur monde comptait. Je sirote mon vin et je regarde les étoiles commencer à apparaître dans le ciel qui s'assombrit. Ça en valait la peine? C'est la question que ma mère n'arrête pas de me poser. Est-ce que ça valait la peine de détruire ta relation avec ta sœur? De déchirer la famille? D'être si froide, si cruelle, si impitoyable? Voici ma réponse, regardez mon vignoble. Regardez ma récolte. Regardez mon entreprise prospérer, grandir et réussir. Regardez-moi, debout ici, sans dette, sans parasites, libre. Oui, ça en valait la peine. Alors voilà où je vous passe le relais, car je veux vraiment savoir ce que vous en pensez. Ma sœur a eu son mariage de rêve, son mari riche, sa place dans la société de la Napa Valley. Elle a eu tout ce qu'elle disait vouloir. Le fait que cela soit venu avec des conditions, d'accord, plutôt des chaînes, n'est pas de ma faute. Elle a fait ses choix. Ma mère dit que je suis cruel. Elle dit que j'aurais dû gérer ça en privé, que j'aurais dû me changer pour mettre une belle robe, que j'aurais dû confronter Bella discrètement sans l'humilier devant une centaine d'invités. Elle dit que laisser Margaret asservir Bella pour de l'argent me rend aussi mauvaise que les gens que je prétends mépriser. Mais voici ma question pour vous, option A, suis-je allé trop loin? Aurais-je dû me nettoyer, mettre quelque chose de présentable, et gérer toute la situation à huis clos? Aurait-ce été la bonne chose à faire? Option B, ou est-ce que l'entrée boueuse était le coup de maître parfait? Est-ce que marcher là-dedans, en ayant l'air de sortir d'un marécage, montrant à tout le monde exactement où j'avais été et ce que j'avais fait pendant qu'ils jouaient leurs jeux sociaux, était la seule façon de faire passer le message? Dites-le moi dans les commentaires. Auriez-vous appelé la police et porté plainte? Auriez-vous pris l'argent de Margaret et seriez-vous parti? Ou auriez-vous fait quelque chose de complètement différent? Je les lis tous, un par un. Et croyez-moi,
Après 6 mois de culpabilisation de la part de ma mère, j'aurais bien besoin d'un point de vue extérieur. Parce que de là où je suis, dans mon vignoble, avec mon vin, regardant ma récolte mûrir sous un coucher de soleil californien, je pense que j'ai pris exactement la bonne décision. Mais peut-être que c'est juste moi. Qu'en pensez-vous ?